Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux événements digitaux. Je suis Sylvie Cornu, je suis responsable de la communication de l'Institut IDEAS. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter l'Institut IDEAS pour contextualiser ce rendez-vous avant de donner la parole à notre intervenante. Donc, l'Institut IDEAS est une association. Nous avons pour vocation de soutenir la contribution des associations, fondations à l'intérêt général. Concrètement, nous menons différentes actions. Je peux avoir le slide d'après. Concrètement, nous menons différentes actions et activités pour renforcer leur capacité d'action et de développement. Nous avons élaboré un guide des bonnes pratiques. Ce guide des bonnes pratiques comprend 90 bonnes pratiques qui traitent 3 grands domaines qui sont essentiels pour le fonctionnement d'une association, qui sont la gouvernance, la gestion financière, le pilotage et l'évaluation. Ce guide est librement téléchargeable sur notre site, donc vous pouvez vous en saisir, vous inspirer de ces bonnes pratiques pour progresser. Parallèlement à ce guide, nous menons des accompagnements personnalisés auprès d'associations et fondations qui le souhaitent. Cet accompagnement s'effectue dans la durée, en moyenne 18 mois. Il est effectué par 2 conseillers bénévoles et sur la base du fameux guide des bonnes pratiques. Vous l'aurez compris, c'est une approche vraiment 360 de l'organisme. Cet accompagnement est gratuit. Il est exigeant, mais bienveillant. Il permet de candidater au label IDEAS. Ce label est un outil pour valoriser votre qualité, la qualité de votre engagement et de votre action auprès de toutes vos parties prenantes et notamment les partenaires et les financeurs, évidemment. Il est décerné par un comité indépendant d'IDEAS, suite à des contrôles externes aussi indépendants. Voilà. Et parallèlement encore à cela, nous diffusons et partageons des connaissances. Alors évidemment, nos connaissances acquises suite à plus de 100 accompagnements et 15 ans d'expérience. Nous diffusons ces connaissances via des ateliers de formation qui sont des IDEAS Lab ou des connaissances d'experts du secteur que nous relayons via des webinaires comme celui-ci. J'en profite pour vous inviter à vous inscrire à notre newsletter qui comporte évidemment nos actualités en tant qu'institut, mais une rubrique dédiée à tout le secteur, aux ressources, aux événements du secteur. Mais revenons-en à ce qui nous amène aujourd'hui, le webinaire sur les événements digitaux. Échanger, faire ensemble, c'est vraiment l'ADN du secteur associatif. Depuis un an, hélas, nous devons réinventer nos événements. Comme ce besoin reste d'actualité, chez IDEAS, nous avons pensé à organiser ce webinaire animé par Sandrine Christon-Pin, qui va bientôt intervenir. Sandrine est consultante en communication et stratégie. Sandrine connaît très bien le secteur de l'événementiel, car elle évolue dedans depuis plus de 20 ans. Elle a créé Make My Day pour accompagner des organismes et des marques dans leur communication. Donc, pour conclure cette introduction, j'ai envie de lui donner la parole en disant « À vous les studios ». Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, comme l'a très bien dit Sylvie, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans une association d'agences d'événements qui s'appelle l'Événement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes arrivé il y a quelques minutes, vous avez pu voir un florilège d'événements digitalisés, organisés par les agences membres de cette association. Aujourd'hui, j'ai fondé depuis quelques temps Make My Day et j'accompagne les marques, les organisations, les associations dans leur stratégie de communication. Et pour terminer cette courte présentation, j'évolue aussi dans le podcast en coproduisant et co-animant un podcast qui s'appelle Choose Your Impact. Le contenu audio est devenu aujourd'hui un vrai sujet dans les problématiques de communication. Alors, à vous les studios, je rebondis puisque figurez-vous que nous sommes dans un studio. Nous sommes accueillis par Match Event et je vais inviter à me rejoindre Jean-François Liénard, qui est l'un des directeurs associés de cette belle maison. Il va nous dire pourquoi Match, quel est le lien entre cette thématique et la digitalisation des événements. Bonjour Sandrine, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin.
en direct depuis notre studio à Elancourt, le studio Match Event. Match Event est une société d'événementiel. Nous existons depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour ce webinaire. Match Event, c'est une cinquantaine de salariés fixes, des intermittents bien évidemment. Nous vous accompagnons dans les événements avant crise Covid en présentiel. On faisait auparavant plus de 1000 événements par an. Malheureusement, Covid oblige, aujourd'hui, on a su prendre le virage dès le mois de mai 2020 en créant différents studios. Des studios ici à Elancourt, vous avez une structure avec un mur de LED derrière nous, des lumières, du son, des techniciens pour vous accueillir et accueillir tous les événements de type corporate aussi, associatif, institutionnel. Nous avons également 3 autres studios parisiens, un au New Cap Event Center à Paris dans le 15e, un à l'hôtel Le Marois, anciennement France-Amérique, avenue Franklin Roosevelt, et puis un petit dernier qui s'est créé à la Maison de la Chimie à Paris, près des Invalides. Voilà, qui sont des endroits où on accueille nos clients, on met en place tout notre savoir-faire technique, y compris des plateformes et les différents types d'événements, qui soient digitaux ou hybrides. Un digital, c'est ce qu'on est en train de faire là ensemble. Un hybride, c'est lorsqu'il y a un petit peu de personnes en présentiel. Certains studios le permettent, comme notamment ici à Elancourt ou le New Cap Event Center dans Paris 15e. Et donc une quinzaine, vingtaine, trentaine, on peut aller plus loin si les conditions sanitaires dans le futur le permettront, pour mélanger à la fois un événement présentiel et un événement digital. Voilà, j'espère avoir fait le tour, Sandrine. Absolument. Et nous allons être amenés, nous allons profiter de ta présence pour pouvoir rebondir sur certains éléments que je vais partager sur des problématiques plus particulièrement techniques. Alors, au menu de ce début de matinée, il y a toujours quelques points incontournables dès lors que l'on aborde le sujet de la digitalisation des dispositifs événementiels. Il y a un certain nombre de mots comme ça qui sont venus s'immiscer dans nos vies professionnelles, le figital, l'hybride, e-événement, événement digital. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il est question de transformer un événement physique en digital? Bien sûr, lorsque l'on parle de digital, il y a une dimension technique qui est absolument incontournable, que l'on va aborder rapidement aussi avec vous. On a un sujet sur les formats qui était prévu dès le début de la construction de ce moment avec vous, et on a vu qu'effectivement le sujet autour du format vous questionne, et on verra aussi que derrière format, on n'entend pas forcément ce à quoi vous pouvez vous attendre. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Ça, c'est un autre sujet. Et peut-on parler d'opportunités, puisque moi, je fais partie de celles et ceux qui considèrent que derrière la crise, derrière les crises, les situations compliquées, on peut en tirer quelques opportunités, voilà, pour se transformer. Alors, un postulat, tout d'abord, le jeu a changé. Voilà, l'événement dit d'avant est complètement mis de côté pour le moment. Depuis mars de l'année dernière, 88% des événements se tiennent en distanciel ou hybride. On reviendra plus particulièrement sur ces sujets. Des événements digitaux sont plébiscités. Il y a une étude qui le démontre, d'une organisation qui s'appelle Verizon Media, qui révèle notamment que 72% des personnes qui ont répondu au questionnaire sont intéressées par des versions virtuelles ou hybrides des événements auxquels ils avaient l'habitude de participer. Alors, quand on parle d'événements, on parle de tout type de mode opératoire, dès lors qu'il s'agit ou s'agissait de réunir dans un lieu physique une population, que ce soit ses adhérents, ses collaborateurs, tout type de cibles, donc dans le cadre de réunions internes, assemblées générales, séminaires, conventions, tables rondes. Toutes ces typologies ont laissé la place à une digitalisation de dispositifs. Alors justement, on arrive au cœur du sujet, tous ces mots un peu barbares,
je pourrais vous le concéder, phygital, hybride, e-événement, événement digital. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Qu'est-ce que ces modes opératoires apportent? Alors, question vocabulaire, hybride et phygital, ça veut dire la même chose. On est sur un mélange de la rencontre physique et d'une expérience digitale. Alors, j'y mise déjà un premier terme qui est expérience, qui est un vrai sujet qui existait déjà dans l'événement d'avant, puisque cette notion d'expérience, elle est essentielle pour retenir l'attention. Et bien, comment on la transpose en digital, cette expérience? Donc, on est sur un événement physique qui va être rediffusé en direct sur le site de l'événement ou bien sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ouvre l'éventail le plus large possible avec un maximum de fonctionnalités. Évidemment, il n'y a pas de systématisme dans tous les modes opératoires. Le digital, là, va venir soutenir l'événement. En réalité, cette notion du digital qui soutient l'événement ne date pas de cette période particulière. Disons qu'elle va se renforcer. Quels sont les défis? Évidemment, c'est la créativité. Et on peut voir que, quelle que soit la taille de son association, de sa fédération, de sa structure, le sujet de la créativité peut tout à fait se déployer, et y compris un autre élément qui est très important, qui est l'engagement. Derrière cette notion, ce vocable d'engagement, il y a ce que l'on souhaite de la part de nos participants, eh bien, c'est qu'ils s'intéressent, qu'ils partagent, qu'ils interagissent. C'est ça l'engagement. Alors, passons maintenant à l'e-événement ou l'événement digital. Là, on est en 100% virtuel. Donc, c'est une expérience digitale qui va être immersive, qui va s'étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, puisqu'on a vu qu'un salon professionnel ou un forum peut nécessiter 2 jours pour déployer l'ensemble de ces contenus. Les participants vont évoluer selon leur désir dans un espace qui, lui, est évidemment virtuel. Favorise l'interactivité. Enfin, quand je dis favorise l'activité, disons que ça devrait, la notion d'interactivité est un peu obligatoire, c'est-à-dire pour ne pas être uniquement dans un sujet de messages descendants, eh bien, il faut qu'il y ait de l'interactivité et qui peuvent se matérialiser aussi par des rencontres virtuelles. Alors, quelle solution privilégier? En réalité, il n'y en a pas une à privilégier. On est sur… on a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. J'y reviendrai un peu plus tard. Il n'y a pas une réponse. Il est vrai que si les participants sont situés dans une zone géographique très étendue, eh bien, on peut favoriser l'événement digital. Si le public est, lui, concentré dans une zone réduite, on peut considérer que l'hybride peut répondre. Alors, ça, ce sont deux exemples, mais il n'empêche qu'il n'y a pas une réponse. On est bien là pour s'adapter à une problématique spécifique, à des enjeux, à des objectifs. Enfin, je ne dévoile pas la suite. Alors, transforme-t-on? Vous voyez, il a été souligné. Pourquoi? Parce que lors de la première période entre, on va dire, mai-juin, il s'est agi de réfléchir dans l'urgence à tenir malgré tout le rendez-vous et de le transformer. Voilà, on devait, pour certains qui devaient faire un événement en physique, a dû être transformé. Et au fur et à mesure du temps et de l'expérience, eh bien, on s'est rendu compte que cette notion de transformation, ce n'est pas le sujet. Il ne faut pas transformer. En fait, il faut créer de toutes pièces. 2 règles absolues. La numéro 1, c'est penser enjeux de communication avant, moyens et outils. Donc oui, on le verra, et notamment grâce à l'intervention de Jean-François et de l'expertise de Match Event, il y a tout un tas de moyens et d'outils qui existent. Voilà, on peut être tenté par tel ou tel autre outil. En revanche, pour être efficace, pour atteindre ses objectifs, il convient d'abord de se poser sur sa communication. Voilà. Donc, comme pour un événement physique, l'événement distanciel répond avant tout à des enjeux de communication. Donc, on se pose sur
notre communication. Et après, on peut déployer de façon efficace en fonction d'enjeux, l'expérience, les moyens et les outils qui vont être déterminés pour la mise en œuvre. Deuxième règle, ne pas calquer et transposer un événement imaginé pour se jouer physiquement online, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment mobiliser une audience qui va être plus volatile devant son écran? On a là un défi colossal à relever. Comment conserver son attention? Comment on va transmettre une émotion? Parce qu'il en est parfois question de cette dimension émotionnelle que l'on trouvait dans l'événement physique. Et on peut se poser la question, cette notion d'émotion, a-t-elle sa place? Peut-elle s'exprimer? Et comment on le fait sur un événement online? Et créer de l'interactivité à distance. Alors, je vais rebondir sur l'interactivité, puisque je n'ai pas tout dit au début de mon intervention. Cette dimension d'interactivité, elle s'exprime aussi dans ce que nous vivons ensemble là, puisque vous avez la possibilité d'intégrer dans le forum de discussion au niveau des panélistes notamment, vos questions sur lesquelles nous reviendrons à l'issue de mon intervention. Voilà, petit rattrapage par rapport à un de mes oublis. J'avais tellement pressé de partager les contenus que voilà, je suis partie directement. Alors, comme je vous le disais, dans la dimension communication, il faut se poser sur ses objectifs. On a des objectifs qui vont être qualitatifs. Est-ce qu'il est question d'adhésion, de satisfaction, de mémorisation de messages, d'engagement? Peut-être un petit peu de tout cela. Enfin, vous voyez bien qu'avec ces exemples, la notion des objectifs est un vrai sujet sur lequel se poser. On peut avoir aussi des objectifs qualitatifs. Est-ce que l'association va viser un nombre de participants, de commentaires, des dons? Ce sont tout un tas de sujets sur lesquels il faut bien se positionner parce que ça va impliquer même le scénario de l'événement digital qui va être mis en œuvre. Penser à l'audience, c'est absolument essentiel, connaître ses attentes pour personnaliser l'expérience. Et d'ailleurs, on pense à l'audience puisque nous penserons aussi procéder à un replay de cette séquence avec, bien sûr, le partage de cette présentation. Voilà. Et penser à l'audience, donc on doit savoir à qui on s'adresse, bien sûr, pour pouvoir être plus pertinent. Par exemple, créer de l'interactivité, de la connexion entre participants. Eh bien, et si on jouait à cette connexion entre participants? Donc, la meilleure preuve, c'est la preuve par l'exemple. Vous avez donc à l'écran un QR code qui s'est affiché. Je vous invite à utiliser votre appareil photo de votre smartphone, d'aller flasher ce QR code, là, maintenant, en direct, en live, avec nous. Une fois que vous avez flashé ce QR code, vous allez être redirigé via votre smartphone, en espérant que vous soyez bien connecté à Internet avec votre smartphone sur une petite plateforme. Et vous allez avoir une question qui va s'afficher avec deux choix de réponses possibles. Je vous invite à le faire maintenant. Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous avez comme exemple une autre question plus ouverte sous forme de nuage de mots. Pour vous, un événement digital est-il pertinent, je crois, de mémoire, parce que je n'ai pas la question sous les yeux, pardon. Donc, vous répondez aussi. Et en espérant que tout fonctionne, on va vous montrer maintenant vos résultats. Donc, a priori, vous n'êtes pas connecté. Selon vous, l'événement digital, c'est on n'a pas de participants. Donc, c'est la preuve par l'exemple que, a priori, vous n'avez pas été connecté à l'événement. Vous l'avez fait en même temps que nous, Sylvie? Je viens de le faire, mais vous étiez tellement on était trop vite. Enthousiaste que vous étiez un peu rapide. Moi, Pardon, on va revenir. Donc, on va le faire ensemble, si ça ne vous dérange pas. Donc, vous allez directement sur le QR code, vous le flashez. Ça va vous emmener sur Menti.
qui est une petite application, donc qui est une application payante, hein, que lorsque vous faites vos événements digitaux, vous pouvez dire oui, je veux cette application. Là, on a choisi ensemble de le faire parce que nous sommes en visioconférence, de le faire avec un smartphone, mais on pourrait très bien dire que si on était dans un autre mode de communication descendant autre que Zoom, on pourrait très bien cliquer, au lieu d'avoir un QR code, on pourrait cliquer directement sur un lien qui, sur la page de lecture, nous emmène directement sur un mot. Donc là, selon vous, l'événement digital, c'est, vous avez les réponses, plus d'engagement, plus d'opportunités. Vous avez à l'écran les réponses et le nombre de participants. Un nuage de mots derrière, si vous avez rentré des mots, non pas encore, j'ai encore été trop rapide, hop, les voilà. Donc ici, on a créé, vous êtes plusieurs à avoir participé, suivant les mots que vous avez créés, à l'image vont s'afficher du plus important au moins important les mots. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux, toucher plus de monde à avoir choisi cette réponse. Vous êtes plusieurs à avoir touché plus de monde. Donc voilà, ça c'est un exemple d'interactivité. Évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres. Ça peut être des questions à choix multiples, ça peut être du vote, ça peut être de l'interaction, ça peut être à travers ce module-là aussi, on peut prendre aussi des selfies, des photos. Voilà le type d'exemple d'interactivité, Sandrine. Alors, merci Jean-François. Tu me fais penser à une question puisque tu as évoqué cette notion de vote. Et lorsque l'on est une association et que l'on organise son assemblée générale, il peut être question d'intégrer, enfin, il est même question d'intégrer des votes. Et on a avec l'association une dimension qui va être très administrative et juridique et on doit pouvoir apporter la preuve absolue du résultat des votes. Est-ce que dans ce type de dispositif, cet élément-là peut être pris en compte? Oui, absolument. Alors, peut-être pas avec des comptes Zoom comme on le fait, mais si on fait un streaming classique avec une identification des participants au moment de l'inscription, on va avoir besoin de plusieurs champs. Donc, attention aux notions de RGPD avec les responsables juristes de différentes associations. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire, en sachant qu'au moment de l'inscription, pour pouvoir voter et prendre en compte ces votes, il va nous falloir un minimum un nom, un prénom, un numéro de téléphone portable, parce que ce sera identifié avec un SMS et une adresse mail. À partir de là, on pourra, au moment voulu, voter. Un petit peu lorsque vous faites comme vous faites vos achats via carte bleue par Internet, si en amont, vous avez rentré les éléments, vous ne pourrez pas effectuer votre achat tant que vous ne recevez pas un code par SMS. Ben là, ça va être exactement le même principe pour que vous puissiez voter une seule fois et prendre en compte votre vote. Vous recevrez aléatoirement, ce sont ni plus ni moins que des robots qui vous envoient des codes, mais tout ça, on a des modules qui existent, qu'on a développés pour nos plateformes, pour ce genre de vote. D'accord, merci, c'est très clair. Alors, comme je vous le disais, je poursuis, donc définir ses objectifs, penser à l'audience, adapter ses contenus, évidemment. La notion de contenu, elle est aussi très importante dans le développement digital de son événement. Il faut le repenser dans la manière de le délivrer, les adapter au format du digital et à ses contraintes. Alors, c'est vrai, moi j'aime bien cette image du papillon. C'est-à-dire que le papillon, imaginez la partie centrale du papillon, c'est l'événement, c'est le jour J. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation des dispositifs auxquels nous sommes contraints ou pour lesquels nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité, eh bien, on peut avoir cette possibilité. Voilà, vous imaginez la partie gauche du papillon, qui est le moment durant lequel on va pouvoir partager du contenu, le programme. Voilà, c'est tout l'avant-événement dans lequel on peut intégrer un sondage, dans lequel on commence déjà à susciter l'intérêt. Et après, la partie droite du papillon, eh bien, c'est tout un tas d'éléments que j'aborderai un petit peu plus tard. Donc, l'événement digital ne va plus se concentrer uniquement sur le jour J, mais va avoir une autre temporalité. Penser à l'inscription, voilà, c'est ce qui est très important, et au faire venir, puisque bien sûr on parle d'opportunités d'augmenter son audience.
j'ai vu que cet élément-là était intégré. L'événement digital, il se construit évidemment avant le jour J. Donc, ce qui veut dire que c'est tout un dispositif qu'il faut mettre en place. Et encore une fois, quelle que soit la taille de sa structure, du nombre de personnes que l'on réunit, il n'est pas question de se dire que mettre en place un dispositif qui peut paraître comme ça sophistiqué ne concerne que des moments de très grosse organisation. Donc, on peut créer une identité forte avec le nom de l'événement, le thème, un logo dédié, des images. Voilà, on prépare préparation de l'interaction qui peut aussi se faire au travers de contenus qui sont diffusés en amont. Il peut y avoir aussi une notion de co-construction. Voilà, puisque une partie des contenus qui sont diffusés peuvent être co-construits avec certains de nos participants. On peut partager aussi un programme en amont, un clip de présentation, des interviews terrain en amont. Enfin, voilà, ce sont quelques idées, évidemment. Tout n'est pas à mettre, la liste n'est pas exhaustive, tout n'est pas à mettre au service de la digitalisation de son événement, mais ce sont quelques éléments qui nous montrent que les fonctionnalités sont très larges. Gérer les participants le jour J, évidemment, puisqu'on passe d'une gestion de groupe lorsque l'on était dans l'événement physique, à la gestion de l'individu. Voilà, donc c'est vraiment une autre approche. Une expérience, on passe d'une expérience globale, donc c'est le même scénario qui est diffusé à un public réuni, à une expérience qui, elle, va être individuelle. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on peut intégrer du chat comme ce qui se fait ici, des questions de chaque participant. On répondra d'ailleurs aux vôtres à la fin de notre intervention. Un point clé également, et il est absolument crucial. Que l'on soit sur de l'hybride ou du digital, complètement digital, la notion de rythme, elle est importante. Il doit être plus soutenu, avec plus de séquences. Par séquence, tu avais une très très bonne explication sur cette notion de séquence qui peut nécessiter une question, plus de contenu et des sessions courtes de 30 à 45 minutes. Dans l'idéal, c'est une recommandation. Alors, c'est quoi une séquence, Jean-François ? Une séquence dans l'événement, lorsqu'on faisait des événements présentiels, vous avez dans les différents postes nécessaires à un événement le topper. Le topper, c'est celui qui va écrire l'événement par séquence. Une séquence, ça peut être la séquence d'introduction, le petit jingle lorsque vous rentriez en salle avec la musique, on appelle ça une séquence. La montée de scène d'un intervenant, c'est une séquence. Attention, top vidéo, un petit clip vidéo de 3 minutes, 1 minute, 2 minutes, c'est une séquence. Avant digitalisation de nos événements, une convention d'1 heure, on parle en corporate ou en associatif, ça peut être la même chose, hein, pour donner un petit peu de rythme. Si on avait, sur 1 heure, si on avait 30 à 40 séquences, c'était le grand maximum. Aujourd'hui, pour 1 heure d'événement, sur un événement digital préparé, écrit, si on est à 70 voire 90 séquences pour le même temps, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il faut donner du rythme, sans arrêt du rythme. Et c'est là où un petit peu, je me permets d'intervenir. Dans les séquences, ça peut être par exemple, je suis connecté, je suis comme vous, hein, je suis sur la plateforme, là, sur le plateau. Le côté, qui c'est qui nous pose la question, c'est TTTT. Je ne sais pas qui est TTTT. Le côté émotionnel est plus difficile à maîtriser lors d'events en audioconférence. Y a-t-il une astuce à ce sujet? Vous faites allusion à l'émotion, à l'intervenant ou les participants. Là, je suis en train de créer une séquence qui n'était pas prévue voilà, pour donner un petit peu de rythme et répondre, pourquoi pas live en direct, alors qu'on n'est pas aux sessions des questions. Je pourrais créer ma séquence et répondre tout de suite à TTTT. Je ne sais pas qui est TTT. Oui, c'est possible. On peut très bien avoir, là, nous sommes en Zoom, on est moins de 200 participants. On pourrait très bien, derrière moi, sur le mur de LED, vous afficher par mosaïque, on appelle ça des mosaïques, vous connaissez le principe. On pourrait très bien vous afficher sur l'écran par mosaïque, par petite image de 12 personnes maximum, parce qu'après, techniquement, c'est compliqué pour nous. Et on pourrait, et Sandrine et moi, interagir avec vous individuellement. On n'a pas choisi de le faire là, mais ça peut être une des astuces. Aujourd'hui, il existe carrément des moyens techniques
C'est tout récent, c'est à peine un mois, une petite société française, une start-up, qui est capable, jusqu'à 500 participants, d'afficher sur des grands murs comme ça la totalité des participants. Et dans le domaine du corporate, on l'a fait il y a 15 jours pour nos amis de chez AXA, je crois, où les intervenants, on est dans le corporate, hein, où les gens voulaient voir les réactions en live, en direct de leur public. Et évidemment, ça n'a aucune commune mesure avec une salle remplie de 200 ou 300 participants, mais ça donne quand même la possibilité de pouvoir créer cette émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle évidemment d'émotions d'événements. Les plus beaux événements qu'on ait pu faire, nous, ici, sur ce plateau, sont des événements où il y avait de l'émotion, du rire, des pleurs, de l'émotion forte. C'est ça qui est dur à créer dans ce type d'événement, mais c'est possible. Techniquement, c'est possible. C'est possible sur l'aspect technique, et je réponds très brièvement à TTTT. Cette dimension d'émotion, on peut la retranscrire par exemple avec l'exemple que donnait Jean-François sur le moment où on peut montrer à l'écran les participants. On peut aussi, il peut y avoir des témoignages que l'on peut faire diffuser. Il y a beaucoup, malgré tout, il y a quand même quelques possibilités. Tout dépend du sujet et de la thématique. Mais c'est possible. Alors, après cette notion de rythme, il y a une double réalisation mise en scène auquel il faut tenir compte, et quelle que soit la taille du dispositif que l'on met en place. On a un plateau ou une scène sur le lieu qui accueille les participants dans une version hybride de l'événement, et la plateforme pour suivre à distance. Donc, les actions qui vont être impulsées sur l'un ne se retrouvent pas forcément sur l'autre. Donc, il faut tenir compte, évidemment, de cette notion de réalisation ou parfois mise en scène, quelle que soit la taille de son dispositif, parce qu'on est sur un double niveau. Un autre élément très important, c'est bien sûr la technique de connexion, qui est un point clé qui doit être sécurisé. Sans connexion adaptée, pas d'événement, et prévoir un backup en cas de panne, comme la diffusion en direct sur une plateforme dédiée, ou encore un relais sécurisé vers d'autres plateformes comme YouTube. Enfin, là encore, on n'est pas figé, il ne s'agit pas de retenir l'ensemble de ces points en exemple, mais en tous les cas, ce sont des mécaniques à adopter. Sécurisation de la connexion, et bien sûr penser à ce que l'on pourrait faire en cas de défaillance technique. La sécurité qui va avec, puisqu'on voit que le virage numérique de bon nombre de sociétés a été accéléré par le premier confinement. C'est vrai que ces sujets ont vraiment émergé chez nous tous. Voilà, en tant qu'individu, en tant que citoyen même, ou en tant que salarié, se poser les questions du stockage de l'accès, puisque c'est vrai que lorsque l'on digitalise, et je vous dis que je vous parlais de l'exemple du papillon, qui, dans une première partie, sur une première aile, se voit affubler tout un tas de contenus, de programmes, d'inscriptions, etc. Vous pourriez être amené à demander aux participants des éléments auxquels ils n'étaient pas habitués. Voilà. Donc, il convient évidemment d'avoir une vraie réflexion là-dessus, et se doter d'outils et de services dédiés. C'est ce que propose une société qui s'appelle Momolex Performance, qui accompagne tout un tas d'organisations et de territoires également. Et puis, l'après-événement, voilà, tout s'est formidablement passé. Eh bien, ce que l'on révèle aussi dans des témoignages de professionnels, c'est que le fait de digitaliser des dispositifs, en effet, on a pu voir qu'en fonction de sujets, l'audience a été augmentée, parfois a été multipliée par 6. Donc, c'est vrai que la digitalisation permet d'avoir des indicateurs
fournis par la technique qui est utilisée, avec le taux de participation, le taux d'engagement, comment les personnes ont interagi. Donc ça donne, ce sont des données qui sont essentielles, en plus du questionnaire de satisfaction, qui nous permet de réajuster le tir pour la fois d'après. Donc ça, c'est vraiment essentiel que dans la construction de l'événement digital, que cette notion de suivi, d'évaluation puisse être intégrée. L'après, c'est aussi le replay qui est très important, le partage de documents. Il peut s'agir aussi sur la partie droite du papillon d'intégrer de l'audio avec des podcasts qui peuvent reprendre une partie des séquences de l'événement pour pouvoir distiller, installer dans le temps des contenus très importants. Et puis, on peut aussi intégrer un forum qui peut rester ouvert sur des questions-réponses. Alors, on a là un exemple, vous verrez plus particulièrement. Alima, c'est une ONG médicale qui a décidé d'organiser, de maintenir son rendez-vous annuel avec une soirée qui a dû s'adapter en 100% digital et avec de l'interaction. Donc, l'objectif de la soirée, c'était de collecter des fonds dans le cadre d'une campagne de donateurs, travailler sur sa notoriété, reconnaître ses donateurs avec une rencontre, saisir l'opportunité de rencontrer des acteurs de l'écosystème. Voilà, donc des objectifs très ambitieux et que cette ONG a décidé parce qu'il y a des enjeux, il faut maintenir le lien et garder ce rendez-vous, et elle a décidé de le faire avec tout un programme de diffusion de contenu, et puis le jour J, avec des interventions en live. Vous avez un exemple ici, et c'est l'agence Double 2 qui a orchestré cet événement. Alors, on l'a vu dans la préparation de cette séquence, avec un grand S, que dans les questions qui remontaient, il y avait des spécificités pour demander pour les assemblées générales. Alors, tout ce que nous avons pu partager avec vous jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin de notre intervention s'adapte évidemment aux assemblées générales. La particularité, c'est la dimension statutaire, obligation administrative, voire juridique. Et en fait, pour répondre à ces éléments qui sont tellement importants pour les assemblées générales, il existe tout un tas d'outils. Donc, on a parlé vote, notamment avec l'exemple tout à l'heure qui peut être, on va dire, certifié. Il y a tout un tas d'outils qui existent. Et puis, on voit aussi que à partir du moment où on change tout son mode opératoire, ce qui est très important sur un point de vue administratif, juridique, c'est vraiment expliquer toutes ces fonctionnalités, le déroulé dans le cadre de la convocation. Et j'ajoute un point important, c'est que Sylvie a centralisé un certain nombre d'éléments qui sont vraiment spécifiquement dédiés à aux assemblées générales. Donc, vous les verrez dans le partage du contenu à l'issue de ce webinaire. Je peux rebondir sur la data? Je t'en prie. Parce qu'il y a une petite question là dans les conversations. Comment faire pour avoir un bon retour du questionnaire de satisfaction? C'est Marie-Bernard, je crois, qui pose cette question. Évidemment, dans tous les outils qu'on propose, donc là, on utilise Zoom. On a un peu de data quand même avec Zoom. Mais si on est par exemple sur un stream descendant avec beaucoup de participants, aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir énormément de data. Alors, il faut pouvoir l'analyser. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Ça dépend du type d'événement, si c'est ouvert au public, pas au public, à cause de la RGPD. Mais on va se retrouver avec beaucoup de data qui est connectée, surtout si on a rentré au préalable une adresse email. On peut savoir beaucoup de choses. À vous, organisateurs, de l'utiliser pour des questionnaires de satisfaction post-événement. Pendant le live, à chaud, je ne vous conseille pas. C'est un petit peu lorsque vous faisiez un événement en présentiel. S'il faisait trop chaud dans la salle, il y en a un qui va vous dire chaud, l'autre il va vous dire maintenant il fait bon. Voilà, ça va être un petit peu à l'appréciation de chacun. Le questionnaire de satisfaction, vous pouvez les utiliser
Et en général, nous, on nous demande vous avez dans nos plateformes ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire la partie que l'organisateur de l'événement auquel il peut avoir accès, ou en live, il voit exactement quand les événements durent plus d'1 heure, et il y en a malheureusement, voir qui est connecté, combien de temps. Donc, l'utilisation de la data est aujourd'hui une demande, et nous, on le voit évoluer. Au mois de mai l'année dernière, dans ce studio, personne ne nous demandait de la data. Tout le monde était tellement content de pouvoir communiquer vers ses équipes qu'on ne nous demandait rien. En l'espace de 3 mois, dès fin décembre, on a mis en place des systèmes où il fallait donner de la data, ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, en anglais, ça reste un événement digital reste un événement, il faut pouvoir derrière analyser ce qui a été, puisque on n'a pas notre public en face de nous, donc c'est vrai que c'est compliqué, Marie-Bernard, pour répondre à votre question. Donc cette data reste l'unique outil pour mesurer le retour sur investissement de notre événement digital. Malheureusement, aujourd'hui, nous, à notre niveau, on n'a pas les éléments d'analyse. C'est-à-dire qu'on est capable de vous donner tous les éléments bruts. Après, il faut être capable de les analyser point par point. Voilà pour la partie analytique. Merci, merci, merci. Alors, je poursuis avec cette dimension de format, parce que derrière le format, on imagine une typologie d'événements digital. Alors qu'en réalité, je ne vais pas tous vous les lire, vous les aurez ultérieurement. Derrière, le message clé, c'est que derrière cette dimension de format, on a en réalité des supports de contenu différents. C'est ça qu'il faut comprendre derrière la dimension de format. Donc, on va au-delà d'une durée ou d'une scénographie particulière. C'est vraiment, en fait, ces formats multiples viennent soutenir le rythme et viennent soutenir les contenus. Donc, on peut parler d'interviews, d'ateliers, de plénières interactives. Tout ça, ce sont des formats qui peuvent complètement s'intégrer dans le dispositif digital. C'est ce qu'il y a derrière cette notion de format. Et on sait, dès lors que, encore une fois, on travaille sur sa communication, ses enjeux, dans le contexte qui est le sien, on peut tout à fait adapter le format ou les formats les plus pertinents pour soutenir les contenus dans des séquences, dans différentes séquences. Alors justement, quelques éléments de bonne pratique. On a un sujet clé évidemment qui sont les répétitions. Ça c'est très très important, comme pour un événement physique, comme pour une pièce de théâtre qu'on ira voir un jour. Cette dimension scénique de l'événement, elle s'inscrit évidemment en présentiel, mais aussi en distanciel. Donc, on répète pour voir comment les deux peuvent s'orchestrer intelligemment et de façon fluide. Cette dimension de contenu aussi, c'est quels sont le fond des prises de parole, comment ces contenus, parce qu'on peut penser à des contenus, mais lorsque on répète, dans des conditions du direct, eh bien, on peut être amené à faire des ajustements. C'est l'occasion, avec la répétition, de tester toutes les fonctionnalités techniques. Voilà. Toujours prévoir un backup avec la réalisation, par exemple, d'interviews en amont qui peuvent venir suppléer des temps rendus inopérants par une malchance technique. Un sujet clé qui va bien avec les répétitions, c'est bien sûr la préparation. Il faut tenir compte du fait que dès lors que l'on organise son événement digital et qu'on veut le faire bien, eh bien, ça prend plus de temps. Ça peut prendre plus de temps parce qu'il peut y avoir plus de séquences. Pourquoi plus de séquences? Encore une fois, pour un rythme soutenu, pour servir l'attention des participants. Préparer son éloquence, ça c'est aussi un sujet clé. Alors, la clé, ce sont les technologies. Et là, je suis bien contente d'être chez Match Event, puisque Jean-François, très rapidement, puisque vous aurez l'écrit, va nous dire que je trouve que c'est plus opportun que ce soit porté par lui. On voit aussi paraître depuis plus d'1 an maintenant ces notions de live streaming qu'il a déjà abordé, de webinaires, visioconférences que nous sommes en train de vivre. Et on parle même de live stream d'une visio. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre les trois très rapidement?
Alors, le live stream, c'est un événement qui peut être privé, public, corporel, professionnel, ça peut être un lancement de produit. Le live stream, on va avoir les mêmes moyens de captation qu'on a ici. On va acheter de la bande passante, c'est un bien grand mot, mais on va acheter de l'Internet, en gros un tuyau sur Internet pour votre événement. Soit il est gratuit, vous le diffusez via YouTube, là c'est gratuit, mais ça veut dire que YouTube, vous ne maîtrisez pas votre live. On peut vous couper le tuyau n'importe quand parce que c'est gratuit. Si jamais ce jour-là, vous avez un concert de YouTube en ligne et puis qu'il y a des millions de connexions, bah, évidemment, YouTube va privilégier, suivant où vous êtes physiquement, la bande passante pour le concert de YouTube ce jour-là, plutôt que votre événement en live. Nous, on ne préconise pas ce genre de choses. Si vous avez des moyens techniques déjà existants pour pouvoir diffuser votre événement type grand public sur un Facebook, sur des choses comme ça, on vous laisse le faire. Et c'est nous qui encodons ici techniquement. On a les encodeurs, mais notre travail va s'arrêter à partir du moment où notre ordinateur va encoder. Et vous prenez le relais en tant qu'organisateur, si c'est gratuit, sur le tuyau. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, le plus important dans un événement digital, c'est le son et l'image et la qualité du signal que vous allez recevoir. On ne peut pas maîtriser, avoir une obligation de résultat si vous nous dites « je veux un événement gratuit en ligne » parce qu'on ne maîtrise pas. À l'inverse, on a des solutions payantes qui sont des achats de bandes passantes sur des serveurs Microsoft et autres à l'étranger répartis un petit peu partout. Là, on vous garantit un stream et une bande passante avec un encodage de différents niveaux de qualité. Que vous regardiez un stream sur une tablette, sur un PC portable, sur un téléphone, sur un Android, vous n'avez pas le même besoin de débit. On ne va pas vous donner un débit supérieur à ce dont vous avez besoin, sinon ça va ramer, ce qu'on appelle ramer, ça va saccader cette image, ça ne marche pas. L'avantage de ça, c'est que vous avez une qualité parfaite. L'inconvénient, c'est que ça crée ce qu'on appelle de la latence. Une latence, c'est le temps que les ordinateurs encodent et décodent à arriver chez vous pour s'adapter à la puissance de votre device. Votre device, c'est l'afficheur sur lequel vous lisez votre stream. Il y a une latence aujourd'hui, techniquement, qui est à minimum de 10 à 14 secondes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la petite démonstration qu'on a faite tout à l'heure avec le QR code, il va falloir, moi, entre le moment donné où je vais vous proposer ici en live depuis Elancourt de poser vos questions, d'écrire votre mot sur le nuage de mots, et le moment donné où vous allez le recevoir, il va déjà s'écouler 10 secondes. Donc, il va falloir, moi, dans mon écriture, je tiens compte de ça. Voilà pour le live stream. L'avantage, et non des moindres, c'est que c'est complètement illimité en nombre de participants. Si vous voulez avoir 500 000 participants, techniquement, c'est possible. Voilà l'avantage du live stream. Autre technique, on a parlé de la visioconférence que vous utilisez depuis 1 an, ou le webinar qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est un webinaire un petit peu spécial. La visioconférence, vous n'avez pas besoin techniquement des services d'une société comme Match Event, puisque vous allez organiser votre réunion. Après, attention, en visioconférence, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Il y a des acteurs gratuits, des acteurs payants par mois, qui sont des redevances mensuelles. Pour les citer, on utilise Zoom aujourd'hui, vous avez Google Meet, vous avez Teams, vous avez Jitsi, Webex, qui est très utilisé dans le domaine institutionnel et sécuritaire, qui est un logiciel américain très sécurisé. On est capable, nous, d'utiliser toutes ces plateformes-là. On a des équipes qui sont formées à ça pour les utiliser d'une autre façon aussi, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où on va créer un stream, mais à travers la visioconférence pour toucher un plus grand nombre. Donc là, on va mettre en moyen nos moyens d'encodage et au lieu d'acheter de la bande passante stream où il n'y a qu'à cliquer sur un lien pour aller sur une page Internet, là, on a décidé d'utiliser Zoom pour vous toucher et vous transmettre le message qu'on a à vous transmettre. Voilà. Alors justement, avec tout cela, on peut être un peu perdu et avoir des craintes parce que quelle que soit notre problématique, les enjeux peuvent être très importants et la coquille dans laquelle s'installe notre dispositif doit être performante et on doit pouvoir se libérer d'inquiétudes. Donc, heureusement, il y a tout un tas de plateformes qui s'adaptent aussi à des budgets, à nos problématiques. Mais il y a une dimension quand même… Enfin, il faut y aller, quoi. Hein.
Et donc là… Ça reste un événement. Un événement digital reste un événement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être gratuit. À un moment donné, si vous voulez toucher, avoir un message, avoir un habillage, avoir un retour sur investissement, il faut retour sur investissement, dit investissement. Il va falloir investir. Maintenant, c'est toujours pareil. Il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Avant même de dire « je fais mon événement », quel est le message? Tu l'as bien dit tout à l'heure. Et surtout, qui regarde? Et il va falloir adapter tout ça. Ouais. Et donc là, tu as un exemple peut-être à nous donner? Un exemple concret qui s'est passé, oui, un exemple d'un client qui s'appelle Tom Group. Je vous laisse découvrir son témoignage. Notre problématique de départ, c'était qu'on avait l'habitude chez Tom de réaliser une convention en physique. On accueillait 1000 personnes dans des lieux magnifiques. Et bien avec la situation, le problème qui s'est posé à nous, que ce n'était pas possible, tout simplement. On a l'habitude tous les ans de faire une grande convention qui réunit tous nos directrices de magasins, les gens du siège. Et là, cette année, la problématique qu'on a avec le Covid, c'est effectivement ce grand rendez-vous qui réunit tout le monde. Nous n'étions pas en mesure de le faire. Donc, on a décidé de faire une convention digitale. Ça a été conçu en collaboration, vraiment c'est une vraie co-construction avec les équipes de Tom, avec beaucoup d'écoute de leur part, des vrais choix également sur ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire un déroulé qui était déjà quand même bien intégré. Et moi, je suis venu remettre en fait une touche d'événementialité digitale à l'intérieur de ce déroulé. La différence, c'est d'avoir un accompagnement 360 sur des domaines qu'on ne maîtrise pas, qui sont la digitalisation, tout ce qui est multimédia, et puis le coaching également physique pour les intervenants. Nous, on n'avait aucune expérience sur ce type de sujet, et ça a été très utile parce que c'est un univers qu'on a découvert, on a été très bien pris en main, et je peux vous dire que quand vous arrivez sur l'événement bien préparé, ça se passe très bien. On s'est dit, c'est le moment ou jamais de garder le lien. Et donc, on s'est rapproché des équipes de Match Event avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Ils nous ont vraiment conseillé, donné un peu plus de vision sur quelles étaient nos possibilités pour pouvoir communiquer à distance avec nos équipes. Moi, je les ai accompagnés sur une première explication pédagogique de ce qu'est un événement digital, ce qui doit être, le rythme qu'on doit trouver, l'énergie qu'on doit y mettre, notamment avec les personnes qu'on a derrière, qui sont derrière leurs écrans. Parce qu'encore une fois, ce qui va compter, c'est que l'événement, on arrive à basculer, passer du message qu'on a sur scène au message qu'on va transmettre derrière l'écran. On n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble, une opération, un événement digital. On pense à du live, on dit voilà, le live, ça ne marche jamais. Donc, on est hyper inquiet parce qu'on se dit est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'on sera capable de le faire? Et finalement, on a été accompagné, ça a été presque du cousu main, du sur-mesure. On a écouté nos besoins et on a trouvé la meilleure façon de pouvoir garder le lien avec nos équipes. Un mot. Finalement, ça a été simple. Finalement, ça a été très simple et fun. Un succès garanti. Collaboration et puis plaisir. Professionnel. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, j'espère que cet exemple a été parlant pour vous, même si on est dans le domaine du retail. Vous avez bien compris, donc ce sont des bijoutiers. J'espère que cet exemple peut être transposé dans le cadre de vos événements associatifs. Mais voilà, c'était vraiment un cas client qui voulait presque annuler son événement au mois de novembre l'année dernière
qui ne voulaient pas le faire. Et les retours ont été positifs au possible. Alors, petite particularité, ils ne l'ont pas fait en live parce que la personne qui intervenait, le CEO, avait vraiment une appréhension sur le live, la technique, parce qu'il avait vécu des expériences un petit peu catastrophiques avec les réunions en ligne via Zoom, Teams et ces autres outils. Il avait peur de ça, donc ils l'ont fait en différé. C'est-à-dire qu'on a enregistré l'événement dans les conditions du live et on l'a diffusé ensuite derrière. Pour répondre à une des questions, si je peux me permettre, il y avait une des questions, comment on peut faire durer l'événement dans le temps? Cet exemple-là de Tom Group, ils ont ouvert la plateforme d'inscription aux gens. Une semaine avant l'événement, ils sont dans le domaine de la bijouterie, c'était facile pour eux. Il y avait des petites quiz, ils ont fait participer les gens des magasins en leur envoyant des vidéos. On pouvait voter en ligne avant l'événement et le gagnant recevait un petit diamant synthétique, mais un diamant par équipe. Ils avaient chacun leur petit diamant. Voilà, c'était la contribution A. C'était une des idées qui a eu lieu pour cet événement. Et pour répondre aussi à une des questions en ligne qu'on a, le replay qu'on fait derrière, on peut le quantifier. On sait exactement comme le live qui va voir le replay. Et on a des exemples. Ici, on a accueilli une convention interne pour Honda qui montrait leur nouvelle gamme de motos à tous leurs concessionnaires France. Ils ont eu plus de gens qui ont vu le replay derrière que de gens qui se sont connectés en live. Ils avaient fait une petite erreur de planning. Ils avaient calé leur convention en pleine journée. Les magasins étaient ouverts. Ils ont fait une erreur. Donc, ça, c'est une erreur technique de communication. Mais derrière, ils ont eu énormément de replays. Alors, et pour répondre à une question, non, le replay n'influe pas, ne rattrape pas les personnes qui n'étaient pas au live. C'est une autre sorte d'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis passif derrière mon écran quand je regarde replay, puisqu'évidemment, il n'y a plus personne pour répondre à mes questions comme j'essaie de le faire là avec vous. Donc, très, très important aussi cette partie-là, de ne pas négliger le replay. Inutile de laisser un replay pendant 1 an. Vous le laissez pendant 1 semaine, 15 jours, voire grand maximum 1 mois après l'événement. Ça suffit largement. Un replay, c'est ni plus ni moins qu'une page web sur laquelle je vais cliquer et revoir l'intégralité de l'événement ou séquencer. En général, je ne clique pas dessus et je n'attends pas 1 heure l'événement. Un événement, c'est 1 heure maximum. On va séquencer les événements en leur donnant des appellations pour avoir des petites capsules vidéo de ce qui s'est dit, qui ne durent pas plus de 5 minutes ou 6 minutes chacune, suivant la thématique. Voilà, Sandrine. Alors, Oui. J'en profite, comme tu as répondu à quelques questions, je trouve qu'il y a une question très pertinente par rapport à l'exemple que tu viens de montrer en vidéo. Quelqu'un demande, faut-il un budget supérieur à un événement présentiel? Alors, et tu m'as donné cet exemple lors de la répétition, donc je pense que c'est le bon moment pour le donner. Alors, l'exemple Tom Group que vous avez là, c'est habituellement des gens qu'on accompagne 1 fois par an, c'est leur réunion annuelle. Donc, pour eux, c'est le moment pour donner un message descendant. On parle de 1000 à 1500 participants, puisqu'on parle des responsables des différents points de vente de boutiques. Tom Group, c'est Histoire d'Or que vous trouvez dans les centres commerciaux, toutes ces chaînes-là, qui sont maintenant français et italiens. Donc, quand ils se réunissaient, il fallait une grande salle parisienne. On est allé chez Disney, on est allé chez Astérix, on est allé dans les grands hôtels parisiens, parce qu'il faut une grande salle pour accueillir entre 1000 et 1500 personnes pour un message descendant, les repas et derrière, évidemment, la fiesta, puisqu'on est quand même sur un public jeune, des vendeuses en bijouterie, des managers assez jeunes. Donc, c'est la fiesta, on se retrouve, on est content de se retrouver et on y va. Donc, vous imaginez, transfert des équipes depuis toute la France, hôtellerie, convention sur 2 jours, une partie interactive, une partie team building, une partie convention, une partie soirée. Donc, on parle en global pour 1500 personnes du 1 million d'euros. Aujourd'hui, l'événement digital dont on vous parle là, eux, ils sont allés très, très loin parce qu'ils ont été acheter vraiment le savoir-faire de l'éditorialiste qui témoigne, Benoît Tristram, voilà, qui est un nouveau métier aussi où on écrit énormément et c'est très important. De mémoire, je crois que c'est un événement, studio inclus, qui a dû leur coûter moins de 100 000 euros. Voilà. Donc, on l'est en pourcentage, la différence entre… Voilà, c'est tout. Alors, après, ce n'est pas le même type de message. Ils ont eu énormément de retours. C'était la première fois qu'ils le faisaient, mais ce n'est pas la même chose. Il va falloir de toute façon, on l'espère tous, post-Covid, à revenir à des événements présentiels parce que, évidemment, il n'y avait pas d'alcool, évidemment, il n'y avait pas de musique, évidemment, il n'y avait pas de DJ, évidemment, il n'y avait pas ces échanges entre eux, malheureusement, parce que le message était descendant. Donc, ce qui manquait, c'était cette interaction entre les équipes. Et c'est ça aussi, je crois qu'il y a eu un petit message dans ce sens-là. Aujourd'hui, on essaye de trouver
des interactions inter. Et pour l'instant, le seul moyen qu'on a, par exemple, c'est vous qui… Aujourd'hui. C'est aujourd'hui vous qui échangez entre vous et avec nous. Maintenant, la solution dans le futur, c'est l'hybride. On va y rester. Je pense que post-Covid, il y aura encore des événements beaucoup moins importants. Peut-être que ce client, la Tom Group, ils sont en train de réfléchir là en comité de direction à leur prochain événement au mois de novembre 2021. On fait 3 solutions. La solution totale digitale, comme on l'a déjà fait. Ils sont un peu inquiets. Ils ont déjà réservé des lieux, ne sachant pas ce qui va se passer pour 1500 personnes. Et puis, on est sur la 3e solution en budget, où on est en train de budgéter ça, une solution hybride, où on va peut-être garder les collaborateurs proches Île-de-France pour des questions de RSE, parce que ça aussi, ça vient de plus en plus sur le tapis, l'écologie. On se rend compte que ces événements dits digitaux sont 10 fois, 100 fois moins impactants pour la planète à faire. Donc, on se lance vers de l'hybride, où ils vont nous dire, on va faire une convention hybride pour 100, 150 personnes, et puis on va en même temps essayer de la faire pour nos collaborateurs à distance. Dernière question, et je veux un chiffre. Ce serait quoi un budget minimum? Alors, je sais que… est-ce qu'on peut parler de budget minimum? Oui, on peut. Ça dépend après, de tout un tas de facteurs, des objectifs, du nombre de personnes concernées, mais est-ce qu'on peut parler de budget minimum? Un chiffre. Un chiffre, il faut l'expliquer. Si je viens un chiffre sans la plateforme streaming, parce que la plateforme, elle est complètement évolutive et il y a le minimum syndical et après, on peut aller très, très loin. Hormis la technique minimum pour 2 caméras, du son, un peu de lumière, c'est 3 500 € hors taxe. Voilà, ça, c'est le minimum pour que ça fonctionne. Et après, je vous donne l'exemple, par exemple, du studio dans lequel nous sommes ici. Lorsque nos clients viennent ici à Élancourt, on est dans un très grand studio avec du personnel inclus. On est à 16 000 € hors taxe le studio parce que un très grand mur de LED, beaucoup de lumière. Et il y a des hommes, des techniques. Et là, derrière, pour pouvoir fonctionner ça, vous ne les voyez pas, mais vous avez Anthony qui est j'arrive sur voilà, on arrive sur, vous le voyez, on arrive Anthony qui est au topage, vous avez Franck qui est à la réalisation, vous avez Damien qui est au webinar et vous avez Arnaud qui est au son. Donc, c'est déjà un minimum 6 personnes pour faire fonctionner ce petit stream live à travers Zoom. Voilà, donc les expertises, elles sont importantes à mentionner. Vous prendrez le temps, et puis de toute façon, Jean-François vous a donné un bon indicateur déjà sur ces notions de compétences et de talents dont on peut s'entourer, dont on doit s'entourer lorsque l'on digitalise son événement. Voilà, parce que le sujet de la modération, ça peut être aussi une compétence, il peut être donné à l'animateur ou pas. Le topper, je salue Anthony qui nous accompagne formidablement et l'ensemble des équipes de Match Event, bien sûr. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette intervention avant d'autres éventuelles questions-réponses. J'évoquais au début de l'intervention cette notion d'opportunité dans cette réinvention des interactions. Est-ce qu'on peut y voir, quelles sont les opportunités que l'on peut y voir? On a distillé certains éléments dans le cadre de cette session. Aujourd'hui, on va animer, on peut être amené à animer des moments de vie qui vont être plus durables, plus fréquents, c'est-à-dire on peut être amené à repenser l'ensemble de son plan de communication pour pouvoir intégrer des rendez-vous réguliers qui vont se distiller dans l'année pour porter les messages. C'est-à-dire que si on passe à l'hybride, on doit compenser ou au complètement digital, pour maintenir le lien, on peut imaginer un autre plan de communication dans lequel on va venir animer ces parties prenantes avec de nouveaux formats, mais qui vont s'installer plus dans le temps. Eh bien, en résumé, avant vos questions, s'il y en a d'autres, eh bien, que retenir? Beaucoup de choses, bien sûr. Il existe des solutions pour tout type de problématiques, de budget, de contexte aussi. Ça, c'est très important puisque on ouvre au maximum l'éventail, on déploie le papillon, je vais rester avec lui complètement, mais on est sur du cousu humain. Voilà. Donc, se poser les bonnes questions en amont,
très important, les objectifs, à qui on s'adresse, quel est le format, quels sont les formats les plus appropriés. N'oubliez pas que cette notion de rythme, elle est là pour soutenir l'attention, intégrer de l'interactivité et puis les enjeux avec le digital, évidemment. On a évoqué cette notion de sécurisation des données, mais aussi c'est faire rester le participant, délivrer le contenu de la bonne façon, apporter de la valeur, puisque évidemment, cette dimension aussi de chaleur, d'humain, on doit trouver des solutions pour pouvoir les partager. Les interactions, je les ai déjà évoquées. Donc, nous voilà arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a des questions. Alors, j'en ai noté quelques-unes. J'essaye de me faire votre porte-parole. J'espère ne pas trop détourner les questions. Il y en a une qui me semblait très intéressante. Est-ce que préparer un événement digital est plus long qu'un événement en présentiel, dans un lieu physique, je veux dire? Et est-ce que ce sont les mêmes personnes à mobiliser? Alors, ça peut être plus long. Et sur les personnes à mobiliser, eh bien, c'est le sujet que j'ai abordé très rapidement sur les compétences. Hein. Oui, il peut y avoir cette dimension de modération. En fait, ça peut être les mêmes personnes, en revanche, qui vont être utilisées différemment. En fonction des contenus qui sont distillés. C'est-à-dire que dans le digital, et je vais laisser Jean-François compléter, par exemple, dans le digital, s'il y a de l'interaction, il peut y avoir de la modération. Donc, le modérateur, lui, il va avoir un rôle qui va être plus important. Voilà. On voit aussi beaucoup des compétences qui viennent de la télé, qui viennent prêter main forte aux compétences plus classiques dans l'événementiel. Voilà, mais ça va dépendre des sujets. Donc, le socle est commun, voilà, puisque l'animation, elle est là. La notion de scénarisation, c'est là, mais ça va prendre des proportions différentes. Il y a des nouveaux postes qui ont été créés. Alors déjà, en amont, le poste très, très important, c'est l'écriture. C'est-à-dire que autant auparavant, on laissait, c'était un petit peu le one-man show, la personne sur scène qui faisait tout. Maintenant, il faut écrire l'événement à la minute, à la seconde près, il faut l'écrire. Qu'est-ce qui s'y passe? Et à chaque fois que j'écris quelque chose, je me mets à la place de l'utilisateur derrière son écran. OK, je le fais comme ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que lui, il va voir? Et je peux vous le dire, on a fait des répétitions ensemble, Sylvie, vous l'avez bien vu hier, vous nous avez dit, attention, les slides, Sandrine, on ne voit pas tes slides, parce que Sandrine, elle a réfléchi ses slides comme si on les mettait plein écran et qu'on les voyait, alors que Sandrine, elle a retravaillé cette nuit, elle a refait ses slides avec un caractère plus gros, plus gras, parce qu'arrivé à l'écran chez vous, on a compris que ça ne marchait pas. Donc, d'où l'importance de l'écriture, nouveau poste créé aussi, ce qu'on appelle chez nous un nouveau poste, technique, lorsqu'on fait beaucoup d'intervenants à distance comme vous, Sylvie, ce qu'on appelle un épingleur, c'est-à-dire qu'à un moment, on est tous dans un rayon Zoom, même si on est en stream, il va falloir qu'on communique via les outils de visioconférence, mais il va falloir vous épingler, c'est-à-dire qu'on va mettre, au lieu que les gens soient sur scène dans une salle d'attente, dans une loge, dans un théâtre et qu'on leur dit « attention, c'est à vous de monter sur scène », à distance, vous avez un épingleur qui discute avec vous en off et qui dit « attention, Sylvie, c'est à vous de rentrer dans le webinaire dans 5, 4, 3, 2, 1, top ». Ça, c'est des nouveaux métiers. Métiers qu'on n'utilisait pas du tout, nous, dans le monde de l'événementiel. Et je rebondis, Sylvie, sur les petites jokes que vous me faites concernant mon maquillage, mon brushing qui a été fait ce matin par ma femme, qui me dit « tu ne peux pas te présenter avec ta peau grasse comme ça ». Ça fait partie aussi du job. Aujourd'hui, nous les hommes, on passe au maquillage parce que on a des caméras, on a des gros plans. Tintin, si tu peux me faire un gros plan, voilà, Tintin, il va vous le faire. Tintin, c'est Franck, c'est mon associé, c'est lui le réalisateur. Mais si vous passez de la même façon que vous allez vous laver en allant en rendez-vous quelqu'un, lorsque vous êtes sur un plateau, vous essayez d'être bien habillé, d'être propre. Et ça passe par le maquillage parce que malheureusement, tous les éclairages qu'il y a ici, et il y en a une bonne trentaine, font qu'on est écrasé, on a besoin de ça pour la lumière. Donc, des nouveaux postes aussi. On propose, quand on fait, nous, des plateaux télé ici, une maquilleuse qui vient avec son matériel et qui maquille. Je vous donne un exemple. On a fait un congrès médical de 55 cardiologues il y a 2 mois. Les maquilleuses ont maquillé 55 cardiologues et je peux vous dire que c'est un public pas facile à convaincre pour leur expliquer qu'ils doivent passer au maquillage même s'ils sont devant à distance, c'est des congrès internationaux, ils sont avec 1000 de leurs confrères. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers auxquels il faut penser et après la base reste quand même techniquement la même, un ingénieur du son, un réalisateur, des gens comme ça. Mais voilà. Le b.a.-ba, c'est l'écriture. Écrivez vos événements. Vous pouvez le faire vous-même si vous savez
ce que vous voulez faire. Après, vous pouvez vous appuyer par des professionnels qui sont des freelances de l'écriture. Il en existe beaucoup. Je crois que Sandrine, tu en connais aussi, toi pas mal. Écrivez ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Une autre question? Oui, une autre question. Alors là, on parle de tout ce qui est prévisible. J'ai une question sur le côté émotionnel et donc difficile à maîtriser lors des événements. La personne a précisé, elle pensait à l'émotion des participants, notamment au cours d'un CA. En présentiel, c'est vrai que ça peut arriver, que les gens ne sont pas d'accord. Dans une visioconférence, peut-être que les gens se permettent un peu plus d'écrire des choses un peu plus haut en couleur. Donc, est-ce que vous avez des astuces pour maîtriser le côté émotionnel? Alors, en dehors de la modération, puisqu'en fait, si je comprends bien, c'est la crainte que l'on peut avoir d'avoir des remontées de l'audience négative qui peuvent rejaillir sur les intervenants. C'est bien cela? Je pense. Oui. Je n'ai pas de détails, oui. mais c'était… Alors, il y a le sujet, alors il y a un double aspect et je sens que Jean-François a quelque chose aussi à nous dire. Il y a l'aspect de la modération qui est aussi un vrai sujet. Okay, mais ça, on l'a évoqué avec vous. Et puis, il y a nécessairement dans la préparation aussi des intervenants pour cette notion de, effectivement, gestion des émotions. Il y a des personnes très compétentes qui savent préparer à des interventions, anticiper anticiper ces remontées négatives pour pouvoir mieux le gérer face à l'écran, même face à l'écran. Nous, on a un exemple. Alors après, quand vous êtes en CA, vous savez, lorsque vous êtes dans les CA de moins de 50 personnes, vous avez les fameux micros col de cygne. Il y a le président qui, lui, est capable d'ouvrir au maximum 3 micros. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui décide à qui il coupe la parole ou pas. Quand vous êtes en CA, ça va être un petit peu la même chose. Techniquement, là, aujourd'hui, c'est nous qui organisons ce webinaire. Si on était en visioconférence et qu'il y avait 100 personnes, on peut à distance ouvrir et éteindre les micros des 100 personnes. Techniquement, c'est possible. Alors, on n'a pas le droit, pour des raisons de RGPD, on ne peut pas toucher à la caméra. C'est totalement interdit en France. Mais on a une action possible au niveau des micros. On peut ouvrir ou fermer, Sylvie, votre micro. Comme on est organisateur, vous ne pourrez rien faire. Donc ça peut être… C'est le cas extrême. Maintenant, on a eu le cas ici. Alors, on n'était pas dans le cadre d'un CA, mais dans le cadre d'un séminaire interne, où le président a décidé, le CEO a décidé, comme vous ici, d'ouvrir entièrement le chat. C'est-à-dire, à partir du moment où je pose une question, ça n'allait pas vers un modérateur ou une modératrice, c'était ouvert à tous. La première question était celle d'un syndicat, quid des heures sup pendant le télétravail? Voilà, ça a commencé comme ça, on a vu que ça partait mal. À l'instant T, ça a été la première question, on l'a vu nous apparaître. Doom, on a appuyé sur un bouton, on est repassé tout de suite immédiatement en modération. C'est-à-dire que toutes les questions qui ont suivi étaient modérées par quelqu'un comme vous, Sylvie, ou par Marie-Bernard qui nous regarde, où il y a quelqu'un qui modère les questions et qui les sélectionne. C'est des choix stratégiques. On sait que dans un CA, ça peut partir très vite. Le problème, c'est s'il n'y a pas le respect de la parole dans une conférence, dans un CA, c'est inaudible tout de suite parce que le fait des micros, le fait de la technologie fait qu'on ne s'entend plus parler et que ça ne marche plus du tout. Donc, c'est une des solutions que je vous propose. La meilleure façon, c'est vraiment la modération. Ça peut être le secrétaire général du CA qui prend les questions en ligne et puis qui les apporte au fur et à mesure. Est-ce qu'on aurait une dernière… Alors, comme nous sommes un petit peu en retard sur le planning, je vais vous proposer deux autres questions sur les outils avec, si possible, une réponse rapide. Oui. Quelqu'un a demandé quel outil utilisez-vous pour le forum après l'événement? Et quelqu'un d'autre a demandé avec quel outil peut-on regarder les chiffres pour le replay? Alors, très rapidement, je réponds à la deuxième question. Les chiffres pour les replays, c'est nous qui les avons parce qu'on vous met à disposition une plateforme. Toute la data, c'est la technique, c'est des 1 et des 0. Donc, toute la data, c'est nous qui l'avons. Vous nous la demandez, on vous la fournit au fur et à mesure. Là, on a eu un replay qui a terminé le 30 mars. Là. Le client nous a demandé quelle est la data. On lui a donné la data. C'est-à-dire qu'il a su pendant un mois combien de personnes étaient connectées, s'il fallait rentrer un adresse email parce que c'est confidentiel, donc il savait qui s'était connecté et combien de temps est-ce qu'il avait regardé. Et l'autre question concernait le forum, c'est cela? Après, oui, le forum de discussion après l'événement. Oui, il y a plein de prestataires comme Spark News ou Digitevent, par exemple. On pourra en mettre quelques-uns dans le contenu qui sera partagé.
Ok, j'avais une dernière question intéressante pour toi, Sandrine. Au moment où tu as parlé de faire plusieurs temporalités avec l'événementiel, quelqu'un a demandé quel exemple de temporalité d'événements digitaux? Alors, là, quand je parle de temporalité, je parle de moments que l'on peut créer en dehors du jour J. Donc, on peut, par exemple, l'organisation peut, enfin, l'association peut, allez, encore une fois, il faut être sur du spécifique, mais on peut imaginer que l'association peut développer un podcast dans lequel elle va valoriser des actions de ses adhérents. Voilà, ça va être la thématique. Et ce podcast peut avoir une régularité dans le temps, 2 épisodes par mois. Voilà. Et une partie de ces contenus peuvent être partagés sur les réseaux sociaux dès lors qu'il s'agit évidemment d'une possibilité de communication vers l'externe. Ça, c'est un sujet. On peut aussi avoir des tendances dans son secteur sur de bonnes pratiques qui peuvent être aussi partagées. Ça peut faire l'objet d'une petite séquence animée un petit peu comme celle-ci où il y a 2 intervenants dont un qui va déployer le guide et l'autre qui sera là pour venir poser des questions ou apporter un témoignage. Voilà, c'est en fait l'idée de cette notion de temporalité, c'est comment j'utilise les outils en ma possession, que ce soit du podcast, que ce soit du partage de tendances, des interviews, des vidéos de témoignages, c'est tout un tas, ce sont les éléments de format qui vont être distillés dans le temps autour de l'événement digital. Je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière, on a fait une convention interne pour Kaufmann et Broad. Une convention, ça a un coût. Habituellement, quand ils la faisaient en se réunissant, il y avait un petit part de forum où il y avait un marketplace où les partenaires payaient, ils achetaient un espace physique en mettant des kakémonos et en essayant de prendre du prospect qui venait de Kaufmann et Broad pour vendre leurs services. On parle d'assurance, de ce que vous voulez. Ben là, en digital, on a fait la même chose. Avant événement, on a fait un marketplace digital où les partenaires mettaient en ligne leur petite vidéo, possibilité de prendre un rendez-vous en ligne, possibilité à des plages horaires d'échanger via Zoom. Ça, c'est notre plateforme à nous. Il suffisait de cliquer sur un lien, vous preniez rendez-vous ou le conseiller partenaire était disponible et vous discutiez directement avec lui, en attendant que l'événement ait lieu le jour J. C'est possible, tout est possible. Ok. Je vais vous proposer de clôturer. Oui. Il y avait une question très technique sur l'AG. Je rappelle qu'on a mis en annexe, on mettra en annexe dans le support que vous allez recevoir des éléments de réponse. J'ai collecté des ressources comme association.gouv, des webinaires qui ont été élaborés par Eloasso, La Fonda, et le mouvement associatif, voilà, des informations. Et le 4 mai prochain, il y a un webinaire spécialement sur l'Assemblée générale organisée par un partenaire. Vous aurez cette information dans l'annexe. Et Sylvie, tu as dit que s'il y avait des questions, puisqu'on va clore pour pas trop déborder. Trop déborder. S'il y a des questions autres auxquelles on ne peut pas répondre, on peut le faire ultérieurement par mail. Par mail, voilà. Donc, je laisse organiser cela. En tous les cas, merci pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette intervention. Et merci à Match pour son accueil, ses équipes et ses moyens techniques. Merci aussi à Nomolex pour son accompagnement autour des enjeux de la donnée. Et je remercie bien sûr IDEAS pour sa confiance renouvelée. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Un très grand merci, Sandrine. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous tous, au revoir.